années 50. Qu'est-ce qu'un petit gars pouvait donc faire en 1950 pour s'amuser, à part le hockey l'hiver et le baseball l'été? En fait, il n'y avait pas grand-chose. Parmi les alternatives pour l'hiver, ben, une activité à la mode, c'était ce qu'on appelait la culture physique, ce qu'on appelle aujourd'hui le bodybuilding. Ça, c'était largement supporté par la méthode Ben Wider. C'est un fabricant de poids et haltères, puis c'est un organisateur, entre autres, des fameux concours, à partir de M. Sainte-Rose du Léger jusqu'à M. Univers, là. En passant évidemment par M. Canada. L'été, ben, il y avait le scoutisme. Marcel Roberge, lui, il aimait les deux. Il faisait partie de la troupe de scouts de Notre-Dame-des-Victoires à Victo. La troupe était toujours à la recherche d'activités de promotion, culture physique, habileté, des courses, des lancers, tir à la corde, tir à l'arc, le canot, etc. Guy René, c'était sous-chef de la meute, présente une nouvelle activité au local scout, le judo. Ça, c'est à cause qu'un de ses membres, qu'un des membres de la troupe fréquentait le Centre Immaculée Conception à Montréal. Puis le Centre Immaculée Conception, lui, avait débuté le judo avec le groupement de Marc Scala. Donc, c'est un de ses élèves, à Marc, qui a donné les premiers cours de judo à Victo. Le judo, ça l'a plu dès les premiers instants. On allait s'organiser. Avec les moyens du bord, mais on va aller s'organiser pour en faire. On avait déjà un local, le local scout. Restait à trouver un tapis. Le tatami, le fameux tatami. À cette époque-là, les tatamis qui étaient composés, en tout cas dans plusieurs dojos, c'était de plusieurs couches de carton, d'emballage, de frigo ou de poêle. C'était des grands cartons. Je sais, j'ai eu ça chez nous aussi. Disons que le confort, ça durait qu'une ou deux pratiques. Après ça, ça aplatissait. Puis il ne fallait pas oublier d'enlever les broches. Puis on recouvrait ces cartons-là, Marcel, il prenait une toile de tente, puis nous autres, on prenait un dry felt d'usine à papier. Se posait ensuite le problème des judogi. Ben, les judogi, ben, c'était confectionné souvent à partir d'une chemise blanche dont les bords avaient été renforcés, ou encore d'une veste fabriquée en toile de sac de sucre, avec la mèche à lampe cousue sur les revers pour que ça fasse un meilleur kumikata, pour pas que ça déchire. Bref, ça prenait beaucoup d'imagination puis d'habileté de la part des mères couturières ou des conjointes pour nous habiller convenablement. Après une première année de pratique, pour la promotion de la troupe, il y a une première démonstration de judo qui a été organisée à Victoriaville. La présentation a été un vif succès, puis les adeptes sont rapidement devenus beaucoup trop nombreux pour que l'activité soit poursuivie au local scout. Il a fallu changer. Donc, à cette époque-là, que Marcel enseigne à 5 endroits différents. Plessisville, Princeville, Warwick, Saint-Valère, le collège Clairetin, puis il organise des rencontres dans les sous-sols de maison, dans les sous-sols d'église, dans les restaurants, dans les salles de loisirs, dans les salles de danse, et encore. Bien que Guy René ait été le déclencheur du judo à Victo, il a délaissé l'activité après quelques temps, mais il a eu le temps d'aller chercher de l'info, puis de la transmettre à Marcel Roberge, qui va aller rencontrer un opportuniste qui s'appelle Marc Scala de Montréal. À cette rencontre-là, on va apprendre que Marc Scala peut envoyer un représentant pour donner des cours à 2 personnes. Ça, il fait ça dans un camion de déménagement. Puis, après 1 ou 2 séances qui peuvent se faire la même journée pour éviter des coûts, et évidemment un paiement de base, on pourrait obtenir la ceinture jaune. Marcel Roberge apprend aussi cette journée-là que pour une modique somme d'environ 2000 $, c'était nécessaire pour poursuivre l'affiliation avec les écoles Scala, puis poursuivre la formation. Mais il y avait une promesse de la ceinture noire au bout de quelques semaines.
Pensez-y 2 minutes. 2000 pièces en 1958, j'ai vérifié sur Internet, ça vaut à 20 250 pièces de nos jours. On comprendra que ce n'est pas une opportunité qui a fait long feu. Le compte de banque du dojo de Victo étant basé sur le bénévolat, fait qu'il faut se trouver une autre façon de faire. Le groupe, pour poursuivre, va s'alimenter une autre source. Bien, la seule source possible, bien, c'est des livres. Mais la plupart, d'abord, ils ne sont pas nombreux. Puis la majorité des livres sont en anglais. Puis les seuls qui sont édités en français sont basés sur ce qu'on appelle la méthode française, la méthode Kawaiichi. Ces livres-là semblent être, disons, le prolongement logique puis utile à la progression. Mais on se rend rapidement compte qu'on n'apprend pas, on ne peut pas apprendre le judo dans les livres. Pas plus que sur YouTube d'ailleurs aujourd'hui. Mais dans le but de poursuivre sérieusement son étude du judo, puis d'ouvrir un club local, Marcel Roberge va faire entre-temps la connaissance d'un autre monsieur important, monsieur Pat Fleurant, qui lui-même est affilié à Sherbrooke avec M. François Mercier. Mercier il avait été aussi découragé par les coups pharaoniques ou faramineux de l'organisation Ticala. Fait que ce qu'il avait décidé de faire, c'est de mettre sur pied un groupe semblable au réseau de Marc Scala, mais dans la région des Bois-Francs, dans la région de Sherbrooke. Donc, pendant 3 ans, Marcel va se déplacer la plupart du temps chez Pat Fleurant à Drummondville, mais aussi chez François Mercier à son dojo au coin de Frontenac-Piking, dans le but d'obtenir évidemment sa ceinture noire. Mais avant que Marcel ait cette promotion-là de ceinture noire, il faut dire que le judo Roberge à Victoriaville, ça progresse. Sous la supervision de François Mercier, qui procède à l'examen des ceintures, de l'organisation des stages, de l'arbitrage, en tout cas, bref, Mercier voit à la vie de l'activité dans son ensemble. Ah, la ceinture noire. Il faut dire que les examens dans cette fédération-là, qui a été aussi la mienne jusqu'en 1965, se faisaient par ce qu'on appelait un barrage, des barrages. Ça, c'était 6 contre 1. Okay? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai connu pour mes promotions jusqu'à la ceinture bleue. Marcel aussi, d'ailleurs. Mais pour passer ceinture marron, par exemple, il fallait battre Paripon. Il fallait battre Paripon, 2 ceintures oranges, 2 ceintures vertes, 2 ceintures bleues. Puis pour faire ça, on avait 6 minutes, puis on avait droit à un combat nul. Si on perdait, le vainqueur montait tout de suite de ceinture. Évidemment, tout ça, c'était sans catégorie de poids, sans catégorie d'âge. C'était comme ça. Tout le monde dans le même bain. Marcel a dû refaire le barrage 4 fois avant de réussir. Il a réussi son dernier à Drummondville, justement face à un culturiste qui venait de soulever le matin même 300 livres au bench press dans une démonstration. On se retrouve à la fin des années 60. Marcel rouvre un dojo au nouveau cégep de Victoriaville. Mais à cette époque-là, avec l'avenue des Jeux du Québec, pour que le judo participe aux compétitions des Jeux, et comme il y avait 7 associations de judo au Québec et que la plupart étaient plus régionales que réellement des associations provinciales ou encore moins canadiennes, il a fallu unifier ces fédérations-là sous une seule organisation, sous un seul drapeau, pour s'assurer d'une participation de toutes les régions du Québec aux Jeux. Évidemment, les 7 fédérations en question voulaient se faire reconnaître comme la bonne. Sport Québec nomme pour faire ça un négociateur, c'est un négociateur indépendant. C'était un Belge, un gars de la Belgique qui était issu de la Fédération d'escrime. Cette fédération-là avait vécu et surtout résolu le même problème pour de multiples fédérations. De ces négociations, l'Association québécoise de judo Gologan, qui allait devenir un peu plus tard Judo Québec, a été choisie par le gouvernement, principalement parce qu'elle avait des ramifications à travers le Canada, dans les autres provinces, puis il y avait même des ramifications à l'international. Qu'il avait fait venir Nakamura, entre autres, pour directeur technique, ce que les autres associations n'avaient pas. Mais il y avait des conditions. Il fallait que Judo Québec, ou l'Association québécoise de judo Gologan, trouve les moyens d'intégrer les membres des autres fédérations à l'intérieur de Judo Québec. Mais là, il y a eu des grincements dedans.
parce que plusieurs personnes qui avaient des grades de l'organisation Scala n'étaient vraiment pas au niveau des exigences internationales. Fait qu'il y a bien des dames de plusieurs qui ont fondu comme neige au soleil. Après la fusion, peu après la fusion des associations au Colocan, à l'Association québécoise de judo Colocan, il y a un profond désaccord d'organisation budgétaire qui va survenir, mettons, vers 1970, entre Marcel Roberge et les moniteurs des clubs de Warwick et de Plessisville. Ça a amené à un changement de directeur technique. C'est Robert Chaussé de Sherbrooke qui va prendre la supervision de Plessisville et Warwick, jusqu'au moment où un autre acteur, M. Jacques Campagna, va passer son grade de ceinture noire, puis il va prendre la direction de ces clubs-là. En fait, la direction du club de Plessisville, puis peut-être du club de Warwick, mais ça, j'en suis pas sûr. Le même Jacques Campagna va ajouter un nouveau club à la région, le club de judo de Victoriaville, qui était, lui, situé à Polyvalente Le Boisier de Victo. Le club de judo Roberge, quant à lui, a changé son nom d'origine au moment de la fusion pour Club de judo des Bois-Francs. Marcel Roberge conserve un dojo à Victoriaville, un deuxième au collège Clairetin, puis un troisième au nouveau cégep de Victoriaville pour quelques années. Au début des années 80, Marcel va céder ses clubs au loisir, et puis il va proposer Gérald Vaillancourt comme directeur technique. Marcel a poursuivi plusieurs années. Il a cumulé beaucoup de diverses tâches, là, arbitrage pour la zone de centre du Québec. Il a fait des statistiques avec son vieil ordinateur. Voilà un portrait de cette partie du centre du Québec, de ses artisans, puis surtout un de ses grands acteurs, Marcel Roberge. J'ai eu quand même quelques difficultés à me documenter sur le judo de Drummondville. Il n'y a pas beaucoup de personnages, mais ils ont joué un rôle important parce que s'il n'y en a pas beaucoup, c'est parce qu'il y avait une certaine stabilité. Le club de judo de Drummondville, il a été fondé en 1952. Il faut dire que c'est peut-être le deuxième en ancienneté parmi les clubs du Québec. En tout cas, c'est pas le plus ancien au Canada, parce que le plus ancien au Canada, il date de 1924 avec M. Sasaki à Vancouver. On ne parle pas de la même chose. Mais au Canada, c'est un des vieux, c'est un des très très vieux. Donc, le judo est apparu à Drummondville en 1952, précisément avec un monsieur qui s'appelait Fernand Fat Fleurant. Lui, Fat Fleurant, il avait été initié au judo par Max Scala. Et puis, il a complété son apprentissage au long des années 50 avec M. François Mercier de Sherbrooke. Fat Fleurant a été très, très actif au début de 52 jusqu'en 65 à peu près, 64-65. Mais pour bien comprendre la dynamique de ces années-là, comment ça marchait au niveau de la perception, là, j'ai produit des vidéos spécifiques sur Max Scala. Max Scala qui est un personnage très controversé, mais qui est quand même un personnage clé du judo québécois. Et puis sur M. François Mercier de Sherbrooke, qui est un petit peu le parrain du judo du centre du Québec. En 1966, en fait, Fleurant avait déjà une longue route derrière lui. Il faut quand même se rappeler que ce gars-là, il a commencé à faire parler de lui en 1952. C'était pas hier, en 65, il y avait une quinzaine d'années de fait. Puis lui, Fat Fleurant, c'était un homme d'affaires. Il y avait un commerce qui s'appelait Fat Auto Électrique. Et puis il était de plus en plus occupé à s'occuper de son commerce. Fait que il a dû cesser le judo. C'est là qu'il a demandé à M. Réal Lamotte, un de ses élèves, qui était un de ses élèves depuis 2 ou 3 ans, de poursuivre avec le club. Il a vendu son club. Puis ça lui a permis de continuer le judo dans un petit dojo qui était situé sur la rue Notre-Dame en 1967.
c'est M. Lamotte qui me dit ça, lui-même. Lui, M. Lamotte, a tenu le dojo jusqu'en 72 ou 73, où il a vendu son club de judo au Drummondville Olympique. Bien, pour plusieurs, ça va sembler une drôle d'idée de vendre un dojo, mais ce qu'il faut savoir, puis quand je parlais d'un personnage controversé via Marc Scala, c'est que Réal Lamotte avait acheté une franchise de Marc Scala, qui vendait des franchises, un peu comme on vend ma franchise de McDo. Dans les années 50, il avait vendu ça 2000 $. Fait que finalement, lui, M. Lamotte ne voulait pas perdre sa mise de fonds, c'était comme une espèce de fonds de commerce. Bref, il a vendu son dojo au Drummondville Olympique. Puis il a abandonné. C'est un de ses élèves, M. Pierre Raymond, qui était de Saint-Sur-Marron, que les cours se sont donnés, ont continué pour un certain moment. C'est à peu près à cette période-là qu'André Lafrenière arrive à Drummondville. André Lafrenière, c'est un gars de Shawinigan. André Lafrenière, lui aussi, est à Saint-Sur-Marron. Ça, c'est un prof de physique qui venait d'être engagé au Collège Saint-Bernard. En 1973, un petit peu après la vente du club au Drummondville Olympique, M. Raymond, après une période que je n'ai pas pu déterminer avec précision, il a décidé de quitter la gestion du club. Et c'est à ce moment-là que le Drummondville Olympique a contacté André Lafrenière parce que le dojo se retrouvait sans entraîneur. Ça, si ma mémoire est bonne, ça se situe aux environs de 1975-76. C'est aussi à cette époque-là qu'André m'avait contacté, parce que lui, il était encore Saint-Sur-Marron, pour obtenir mon appui, puis de prendre la direction du club, la supervision du club à partir de Trois-Rivières. En 1977, André a été contacté par M. Raymond Damblanc. M. Damblanc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était dans cette décennie-là, des années 70, M. Damblanc a été directeur technique de Judo Québec. Et c'est un éminent professeur de judo, puis un personnage clé du judo canadien. Il a contacté André. Il voulait qu'André intervienne auprès du Drummondville Olympique pour qu'ils embauchent Alain Wattier. Prenez note qu'il n'y a aucun lien de parenté entre Alain Wattier et puis M. Armand Wattier, qui était mon premier professeur. C'est la même consonance, mais c'est pas du tout le même. Ils n'ont aucun lien de parenté. Donc, on veut engager le Drummondville Olympique. Engage Alain Wattier, c'est un judoka qui est originaire de France, qui lui est deuxième dan. Fait que ça va faciliter les choses pour les grades, etc. Puis pour la gestion du club. Alain Wattier prend donc les commandes du Drummondville Olympique. Malheureusement, ils ne peuvent pas s'entendre sur les clauses d'un contrat. Il faut savoir que lui, il arrivait de France, puis le judo en France est extrêmement structuré, c'est syndiqué, il y a des contrats avec le gouvernement. Bref, c'était très, très, très encadré, puis il pensait de faire une fortune avec ça, ce qui est complètement différent du judo québécois. Il n'y a pas de syndicat de profs de judo au Québec, il y en a en France. Bref, ils se sont pas entendus et puis il a été remercié au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, ils ont dit ok, c'est correct. Ils l'ont remercié de ses services. Là, le Drummondville Olympique a redemandé à André Lafrenière de reprendre les rênes du club, de prendre la direction du club pour une deuxième fois. Alain Wattier, de son côté, a créé un petit dojo privé, puis il dispensait des cours de judo et d'aïkido sur la rue Loring. Il a fait ça pendant une douzaine d'années, selon Jean Lauzon, un de ses élèves qui est aussi professeur, qui a été brièvement professeur au Drummondville Olympique pour une certaine période, et qui est aussi un prof d'aïkido, puis d'aïkido. André Lafrenière passe sa ceinture noire au début des années 80. En fait, en 1980, parce qu'en 81 sortaient les 2 premières ceintures noires du dojo, Claude Deshaies et René Roux.
Il faut savoir que René a débuté le judo chez nous à Trois-Rivières vers le 68-69. Et puis, après son cégep, il est parti à Drummondville, puis poursuivi au dojo de Drummondville pour une bonne dizaine d'années. En fait, avec le travail d'André et de Claude Deshaies, le Drummondville Olympique a été pendant cette période-là membre du Club des 100. Il avait au moins 100 membres. C'est très très remarquable parce que Drummondville, c'est pas une très grande ville. Puis sans avoir 100 élèves dans cette ville-là, c'était quand même un exploit. En 1985, André change de carrière, s'en va en informatique, puis il n'a plus le temps, donc il va céder la direction du club à Claude Deshaies. Claude Deshaies, lui, va donner un nouveau souffle parce que Claude Deshaies, c'est un organisateur né. Puis il va doter le club d'une solide structure. Il s'est occupé des Jeux du Québec aussi. Claude Deshaies est un administrateur hors pair, puis il a grandement aidé à donner ses lettres de noblesse au judo vis-à-vis de la municipalité. Peu après, Claude cède la place à Jean Marcotte. Jean Marcotte, qui est un judoka qui est très talentueux, qui a d'ailleurs fait 2 ans chez nous. Quand lui aussi, il est passé son cégep à Trois-Rivières. Fait qu'il a fait du judo 2 ans chez nous. Puis il a pris le dojo du Drummondville Olympique pour 2 ou 3 ans. Puis après ça, il l'a cédé à Marie-Ève Vallerand. Elle aussi, une femme qui a fait son judo au cégep de Trois-Rivières. Ça nous montre un peu l'étroite relation qu'il y a entre le Drummondville Olympique et Fujiyama Dojo. Puis maintenant, ben, c'est elle c'est elle qui dirige le club. Et puis c'est une jeune femme extrêmement dynamique. C'est ce que j'avais à vous dire là-dessus. C'est ce que j'avais à vous dire sur le judo à Drummondville. Si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, vous savez quoi faire. Vous allez nous donner un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification si vous voulez recevoir les nouveaux vidéos sur la chaîne Martialement Vôtre, qui parle non seulement d'histoire, mais qui va parler des personnages clés du judo international, qui va vous donner des conseils, des trucs pour animer des cours, bref, un paquet de choses pour des gens qui aiment le judo. Et finalement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Martialement Vôtre. En attendant, j'espère vous retrouver sur le tapis 1, 2 ou 3 fois par semaine. Faites attention à vous et à la prochaine.